Et nous allons, si vous voulez bien, Raphaël, parler d'amour. Eh oui, vaste sujet. Et pour parler de ce beau sujet, j'appelle Maxime de la Ville-Jégu et Laurence Bi, que je vous demande d'accueillir et d'applaudir. Voilà. Oui, bien sûr. Bienvenue Laurence et bienvenue Maxime. Nous allons nous asseoir avec un petit PJ Harvey. Is this love that I'm feeling? C'est bien ça le sujet dont nous allons parler. PJ Harvey qui sera ce week-end en concert, pas loin d'ici, à Beauregard. J'y serai. Los Angeles, dans un futur proche. Théodore est dépressif, il vit très très mal sa séparation. Dans l'état de dépression dans lequel il se trouve, il décide d'installer un nouveau système d'exploitation, OS One. Il lui donne une voix féminine, c'est celle d'une intelligence artificielle qui prend le nom de Samantha, et Théodore en tombe littéralement amoureux. Lui, lorsqu'on parle ensemble, est-ce que tu discutes avec quelqu'un d'autre? Elle, oui, lui, 8300. Combien? 8316, exactement. Vous avez bien évidemment reconnu le synopsis, c'est l'un des dialogues de Her, le film de Spike Jonze sorti en 2013, un film qui est peut-être le premier à avoir traité d'une nouvelle forme de relation amoureuse finalement, et c'est de cela dont nous allons essayer de parler ensemble avec vous, Laurence, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages sur les usages numériques. Vous avez également créé des blogs Parents 3.0, Ados 3.0 et Seniors 3.0, où vous observez comment le numérique s'installe au sein des familles et influence les relations intergénérationnelles. On est au cœur du sujet. Et puis Maxime de la Ville-Jégu, qui est encore étudiant en web marketing et qui est en train, après avoir vécu quelques aventures, notamment avec Tinder, mais quelques aventures professionnelles, est en train de lancer Switch, qui est une application de dating qui se veut différente, et vous nous en parlerez bien évidemment, Maxime. Moi, je vous ai entendu, Raphaël, et la première question, l'intitulé de cette conférence, c'est « Internet a-t-il sauvé l'amour ?» Et moi, je me demande finalement, est-ce qu'on parle vraiment d'amour? Est-ce qu'il s'agit de trouver l'amour? Est-ce qu'il s'agit de trouver l'amour de soi, pour rebondir sur l'un de vos propos, ou de trouver celle ou celui avec qui faire l'amour? Et puis, je rebondis aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Finalement, c'est difficile, compliqué d'avoir des débats, mais est-ce que finalement Internet n'est pas un lieu où trouver des ébats, ce qui est un petit peu différent? Peut-être. De fait, il y a plus de débats que de débats sur Internet. Mais c'est la remarque que je faisais tout à l'heure sur le fait que, par définition, mais je ne veux pas parler à votre place, mais ce que je veux dire, enfin, en tout cas, arrêtez-moi si je dis une bêtise, quoi. J'ai le sentiment que sur un site de rencontre, j'imagine que on doit décliner une série de qualités, enfin de disposition de son caractère, de particularité, de singularité, pour voir si ça colle ou si ça colle pas, ce qui inclut la photo. Ce sont des traits de l'individu. Si vous voulez, ce qu'on cherche, c'est l'espèce de conformité qu'on cherche, ou de matching qu'on recherche, me semble entrer en contradiction, ou en tout cas poser problème, avec ce qu'on appelle une vraie rencontre, c'est-à-dire l'éblouissement, la nouveauté, le sentiment de nouveauté radicale qu'un visage vous inspire, et l'expérience ou le risque qu'on prend à aimer quelqu'un sans trop en savoir à son sujet. Jean Kelevitch, c'est un philosophe génial qui dit que en amour, moins on se connaît, mieux on se porte. C'est-à-dire qu'il rêve de vivre 50 ans à côté de la même femme, de s'endormir tous les jours à ses côtés sans rien savoir d'elle. Et c'est vrai qu'en amour, on a aussi le droit de ne pas savoir. Il y a aussi des choses qu'on ne veut pas connaître. Il y a aussi des choses qu'on ne veut pas savoir. Ce n'est pas simplement une équation. Voilà. Alors, cela dit, pour dire le contraire de ce que je dis à l'instant, il se peut très bien que la personne qui a les qualités qui matchent avec les vôtres soit aussi, malgré cela, votre amour. Ça peut arriver. Mais ça se fait dans un deuxième temps et ce n'est pas sur Internet qu'on s'en aperçoit. Voilà, c'est tout ce que je dis ici. Maxime? Donc moi j'ai travaillé pour une succession d'applications de dating, et en fait je vais dire quelque chose que vous savez déjà. La première chose, c'est que la durée de vie a augmenté avec les années, et aujourd'hui malheureusement on vit dans un monde où le choix est prédominant,
Et aujourd'hui, grâce à Internet, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre speech, je vous remercie, c'était super intéressant. Et le choix nous a rendus à la fois fainéants et égoïstes, ce qui n'était pas le cas. En fait, à l'époque, avant les applications mobiles de rencontres, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un film vachement bien qui s'appelle Joy avec Jennifer Lawrence. Et il y a une scène très intéressante dans ce film où en fait, on voit le père de Joy qui cherche quelqu'un sur un téléphone. En fait, il est sur une plateforme, il développe son profil, donc il donne des critères, comme vous en parliez. Et donc, on n'a pas accès à la photo, on a accès à ce qu'est la personne. On rencontre des gens, et comme on y passe du temps et des moyens financiers, on est plus enclin à vouloir vraiment rencontrer une personne. Et c'est la représentation prévisuelle des sites de rencontres qu'on a aujourd'hui et qui engage d'abord à payer, mais aussi à passer du temps et à se retrouver à un endroit tout seul avec soi-même où on se dit je vais rencontrer quelqu'un, ça va me prendre du temps, ça va peut-être me coûter quelque chose, mais je vais vouloir le faire. Les applications mobiles sont partiellement gratuites parce qu'aujourd'hui on parle de freemium, on a une partie qui est gratuite à l'inscription et ensuite si jamais on paye, on a accès à plus de fonctionnalités, ce qui nous permet a priori de rencontrer quelqu'un, mais la première partie suffit. Le côté gratuit a complètement bouleversé la notion qu'on avait de la rencontre. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que gratuitement, on peut rencontrer quelqu'un. Si jamais demain, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je vais aller au resto, je vais aller boire un verre, ce ne sera pas gratuit. Et je trouve ça un peu dommage d'ailleurs, parce que aujourd'hui, si vraiment on a envie de rencontrer quelqu'un, on a le choix entre 3 typologies de personnes. C'est soit son boulot, en général on évite parce que c'est mal vu, soit sa famille, mais c'est vraiment moyen, soit les amis de ses amis. À ce moment-là, on n'aime pas s'exposer, on n'aime pas montrer que peut-être que j'ai eu une histoire avec une de mes amies, j'ai pas envie de montrer à une de ses amies à elle qu'il s'est passé quelque chose. Donc on va chercher plus loin. Et les applications mobiles de rencontres scannent un peu cette envie-là et permet de rencontrer des gens dans un périmètre qui est beaucoup plus large, ce qu'on aurait pu le faire à l'époque où ça n'existait pas, et de façon gratuite. Maintenant, je rebondis sur ce que vous dites, sur ce que vous avez dit, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on rentre des critères et on a tendance à vouloir trouver la personne qui a les mêmes critères que soi. Je ne suis pas complètement d'accord, je suis plutôt d'accord avec vous, dans le sens où aujourd'hui, ça peut très bien matcher avec une personne qui n'a rien à voir avec nous-mêmes. Et donc, rechercher l'autre selon les critères que nous, on évoque, c'est peut-être pas la bonne manière. Alors justement, comment fonctionne votre appli Switch? Parce qu'il y a 11 axes que vous présentez. Présentez-nous comment fonctionne cette appli, justement, pour rebondir sur ce qu'on vient de se dire. En fait, il y en a 12. C'est, 12. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a 66% des personnes qui se disent télécharger une application mobile de rencontre pour trouver l'amour. Avec la définition qu'ils en ont, moi j'ai une définition tout à fait subjective, je vous la donnerai si on a le temps. Et les personnes qui sont sur ces applications ont le sentiment que les personnes qui sont également sur ces applications, donc les personnes qui les rencontrent, sont là pour des ébats et pour une histoire qui a priori n'a pas de durée. Donc c'est marrant parce qu'il y a un rapport à l'application et à la personne qu'on rencontre qu'aujourd'hui on n'a pas réussi à vraiment expliquer. Donc nous, avec Switch, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de complètement balayer cette ambiguïté en compartimentant les envies. Donc on a créé des envies communes qui sont pas du tout pérennes, qui sont très, très temporelles. Et donc par exemple, on peut rencontrer quelqu'un autour d'un verre, autour d'un café, on propose d'aller au cinéma. Encore une fois, ce sont des catégories. Donc lorsqu'on clique sur une catégorie, on trouve une personne qui a, à un moment T, envie de faire la même chose que nous. Et évidemment, l'histoire du sexe est aussi abordée, puisqu'on a ajouté 2 catégories. La première, c'est Netflix and Chill, qui, ça fera rire les Américains, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une connotation un peu sexuelle. Et en France, on a une catégorie qui s'appelle toi, tout simplement, donc une envie de toi, et on ne se pose plus la question. Donc toutes les personnes qui ont envie d'un coup d'un soir savent où aller sur l'application. Donc au moins on met de côté, on met de côté la question mais qu'est-ce que la personne que j'ai en face de moi recherche? Parce que si jamais on trouve une personne dans cette catégorie, a priori, on sait comment ça se passe. Raphaël, une réaction, parce que vous devez nous quitter malheureusement. Sur le coup d'un soir, vous voulez dire? Par exemple. Oui, non. Juste une toute petite chose, en fait. Ce qui est intéressant dans c'est pas la nouveauté qui surprend dans la vie. Les trucs nouveaux nous surprennent parce qu'on s'y attendait pas. Mais la vraie surprise dans l'existence, c'est quand ce à quoi on s'attend, ou celui ou celle à qui on s'attend, arrive quand même.
Ce que je veux dire, c'est qu'aucune surprise en matière de rencontre n'arrive au talon du sentiment que vous éprouvez. Imaginez, bon, vous avez rendez-vous avec elle. Vous avez rendez-vous. Vous arrivez en bas de son immeuble, c'est elle. Vous avez rendez-vous, c'est pas un coup d'un soir, c'est elle. Vous avez rendez-vous, c'est important. Vous aimeriez bien que ce soit un coup d'un soir et de ceux d'après, mais bon, c'est elle. Vous n'en êtes pas là, vous êtes tremblant. Vous vous regardez dans la vitrine de la boutique qui est en face. Vous êtes ridicule, vous attendez, vous êtes terrifié, vous êtes paniqué, vous envoyez un SMS en disant « je suis là », elle vous répond « j'arrive », J-A-R-I-V, vous en foutez parce que c'est pas grave, vous arrêtez pas à ça. On l'a tous vécu ça. Hein. Voilà, vous êtes là, vous dites « non, vous avez mal lu, c'est pas grave ». Et puis, vous savez ce qui est vraiment extraordinaire, quoi, c'est ça que je veux dire en fait. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que vous avez beau vous attendre à ce qu'elle arrive, vous avez beau l'attendre plus que tout, vous avez beau être tremblant, et bien vous savez ce qui se passe, elle arrive quand même. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est merveilleux, je ne sais même pas pourquoi c'est ça que je vous dis, mais ce qui est merveilleux dans la vie, c'est pas quand quelque chose d'inattendu vous tombe sur la gueule. C'est quand soudain ce dont vous avez l'habitude vous apparaît comme stupéfiant, ou comme inhabituel, ou comme étonnant. Ce qui est merveilleux dans l'existence, c'est la capacité de s'étonner du phénomène qu'on a l'habitude de regarder. Et la capacité d'être surpris par l'arrivée de ce à quoi on peut s'attendre, et non par l'arrivée de ce à quoi on ne s'attendait pas. Ce que je veux dire ici, c'est que la richesse des choses, des êtres et du monde n'a pas attendu d'être mise en ligne. Et c'est sur cette banalité que je dois vous abandonner. Je regrette. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci infiniment. Merci. On va continuer avec vous, Laurence. Qu'est-ce que l'arrivée des applis a changé dans les familles, justement, et comment tout cela s'inclut justement dans les usages numériques tels que vous les observez sur les blogs que vous avez créés? Alors, tout à l'heure, il y a un intervenant qui parlait de l'attention. Alors, je crois que c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Enfin, la sociologue Dana Boyd, une sociologue américaine qui a beaucoup étudié les relations au numérique, en particulier les relations des jeunes, parle donc de cette économie de l'attention qui donc est drainée par les smartphones. En fait, c'est l'irruption des smartphones dans les familles qui est source de conflits. Parce que entre les parents et les enfants, il y a la gestion de ce qu'on appelle le temps connecté, le temps écran. C'est très compliqué quand on est parent aujourd'hui d'élever des enfants à l'ère du numérique. On n'a pas de recul, on est une génération qui n'a pas nécessairement grandi dans un univers connecté, on ne sait pas nécessairement comment appréhender ces nouveaux usages. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui d'être parent et de capter l'attention de ses enfants. Je crois que c'est ça le principal changement, c'est cette économie de l'attention. C'est comment faire en sorte de détourner l'attention de mes enfants de ce smartphone. Comment faire en sorte de capter autrement son attention. Comment faire en sorte que les activités qu'on peut proposer en famille ne soient pas source de conflits. Comment faire en sorte de faire un numérique harmonieux. C'est un peu le problème aujourd'hui auquel on se heurte dans les familles. Et ça, c'est effectivement venu avec l'arrivée des smartphones. L'arrivée des smartphones, du numérique en général, du net, avec toute sa richesse. Sur Internet, on peut se divertir, on peut, même pour les parents, on peut travailler aussi. C'est aussi une économie de l'attention à double tranchant. Moi, souvent, j'ai 3 enfants. Très souvent, quand ils étaient petits, et qu'ils me voyaient sur mon smartphone, ils me disaient « Mais hé, maman, sois avec nous ». Donc, c'est à double tranchant. C'est aussi nos habitudes d'adultes connectés, professionnels, qu'on doit peut-être aussi parfois remettre en question. Donc, je crois que c'est vraiment le point important qui cristallise en fait les familles. C'est cette focalisation sur Internet. C'est le fait qu'on puisse tout faire sur le smartphone, sur cette prothèse dont parlait Joël de René ce matin, et qui cristallise un petit peu parfois certains conflits au sein des familles. Et alors, est-ce que les sites et les applications aujourd'hui, et puis je poserai la question tout à l'heure à Maxime sur l'évolution, puisqu'il y avait les sites, il y a eu le fameux mythique, et puis aujourd'hui on est sur de l'application. Est-ce que ça a changé aussi
dans les familles, le rapport à l'éducation, y compris l'éducation sentimentale, voire même l'éducation sexuelle. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous pouvez lire justement là aussi sur votre blog? Alors, indubitablement, oui, ça change. En tout cas, ça pose question. Quand on est parent, ça pose évidemment question. Parce que quand on est parent, on est d'un naturel inquiet à partir du moment où on a des enfants. Si on s'en tient à ce qu'on lit, à ce qu'on voit, effectivement, on peut se dire ce qui se passe sur Internet pour les enfants. Voilà, ils peuvent faire des mauvaises rencontres, ils peuvent rencontrer des pédophiles, ils peuvent, voilà, ça peut être sur des sites plus tard quand ils grandissent. Est-ce que là ça va être la bonne rencontre, etc. Donc oui, ça change effectivement certainement la manière d'éduquer. Ça renforce très certainement le sentiment d'angoisse qu'on peut avoir quand on élève des parents. Mais c'est dû aussi au fait, je pense que, évidemment, quand on est parent, a priori, on n'est pas inscrit sur les applis de rencontres. Quand on pose la question, est-ce que vous êtes inscrit sur une appli de rencontre, tout le monde vous répond non, jamais. Hein. Voilà. Voilà. Alors, mais il y a un Français sur 5, je crois, qui est inscrit aujourd'hui sur des sites de rencontres. Oui, et donc je crois, il me semble avoir lu une étude IFOP sur ces Français qui sont inscrits. Je crois qu'il y en a un tiers qui ne sont pas célibataires. Donc voilà, ça pose aussi quelques questions. Mais donc voilà, ça change aussi l'éducation que nous, parents, alors ça renforce ce sentiment d'angoisse qu'on peut éprouver. Et puis ça doit aussi nous poser question en termes d'éducation. Je pense que ça doit également faire en sorte qu'on doit en parler avec nos enfants, les prévenir. Alors, je déteste cette expression des dangers du net, parce qu'on a l'impression qu'Internet n'est qu'un danger. Il y a aussi, heureusement, plein de choses très intéressantes à faire. Donc voilà, ça nécessite que, quand on est parent, on s'intéresse un minimum à la vie numérique des enfants, sans empiéter dessus et surtout sans espionner. Parce que ça change aussi le rapport à l'intimité. Et Bien on sûr. peut être très vite tenté, quand on est parent, d'aller surveiller un petit peu les activités de nos enfants. Et je crois que c'est terrible d'être confronté à l'intimité des siens. Voilà. Alors c'est quoi justement aujourd'hui, Maxime, la consommation des applis ou des autres sites de rencontres? Qu'est-ce qui les différencie aujourd'hui, si vous aviez un peu à les présenter? Et puis comment ça évolue? Puisque, encore une fois, vous créez une nouvelle appli, donc vous vous placez forcément dans un avenir. Il faut savoir tout d'abord qu'en général, lorsqu'une personne a envie de rencontrer quelqu'un d'autre et qu'elle prend la peine de télécharger une application de rencontre, elle n'a jamais une seule application sur son téléphone. Et en général, elle est familière des sites de rencontres, au moins elle sait comment ça fonctionne, et donc elle connaît les codes, parce qu'il y a un certain nombre de codes à respecter si on veut que ça fonctionne. Et ça passe par les photos, par la description, etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications de rencontres qui se créent, certaines autour de thématiques différentes, mais de mécanismes aussi. Pour en citer aucune, il y a une application qui permet, par exemple, de rencontrer une personne qu'on a croisée 20 fois. Si jamais on l'a croisée 20 fois, on se dit que parce qu'on traverse la même rue, a priori, elle nous correspond. Moi, j'ai un pote qui habite à Paris, au 14e étage, et il y a la même nana qui prend le métro tous les jours. Et je pense qu'en mois de mai, là, il a eu 200 fois la nana qui est passée sous son immeuble. Donc, de là à dire qu'ils se ressemblent, c'est très, très succinct. Comment ça se passe? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications, mais même pas de rencontres. Il y a beaucoup d'applications qui se créent. Et il y a une validation préalable nécessaire qui permet d'accéder au monde de l'entrepreneuriat et surtout des applications mobiles. Et donc, on se doit de respecter un certain nombre de codes aussi. Quand on crée son application, nous, par exemple, on a été contraints, pour les deux dernières catégories que j'ai citées tout à l'heure, Netflix and Chill et toi, de s'auto-limiter dans notre communication parce que ces catégories-là n'étaient pas acceptées. Donc, on a dû les enlever puis les remettre, etc. Maintenant, l'évolution des applications de rencontres, aujourd'hui, qui a une envie ou un mécanisme particulier en tête peut vouloir créer ce qu'il souhaite. Si jamais il n'a pas réellement s'il n'a pas cette affinité avec comment ce mécanisme fonctionne parce qu'il ne part pas d'un constat et qu'il fait ça juste parce qu'il trouve que c'est intelligent, à mon avis, ça ne marche pas. Il faut que derrière, il ait une croyance profonde et qu'il s'adresse, comme nous, par exemple, sur le thème des ambiguïtés, qu'on a essayé de balayer complètement, qu'il s'adresse au subconscient de ces personnes-là pour aller chercher la raison du pourquoi ils vont utiliser leur application ou leur site. Mais ça, c'est valable pour les applications de rencontre, mais pour tout et n'importe quoi. Lorsque M. Antoine parlait tout à l'heure, je pense qu'on était tous complètement captivés par ce qu'il racontait, et juste parce qu'il s'est adressé à une partie de nous qu'on n'a pas l'habitude de trouver nous-mêmes. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Il faut savoir parler aux gens. Dernière question, et on sera pile dans le timing à Laurence. Comment est-ce que vous voyez, vous aussi, l'évolution
de l'amour sur Internet ou de ces sites de rencontres? Alors, il y a déjà en tout cas une question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'il y a des seniors qui s'inscrivent Alors, c'est vrai que vous posez une bonne question parce que quand j'ai dialogué avec Maxime me disait il y a des applis pour les jeunes et puis après, au-delà de 28 ans, c'est pour les vieux. J'ai 45 ans, je me suis trouvé largué, dites-moi. C'est dur, là, c'est dur. Mais parce que je pense qu'il y a concernant les rencontres, il y a la première rencontre quand on est jeune, et puis ensuite il y a un âge de la vie où, passé un certain cap, il y a certaines personnes qui sont séparées et qui ont là, je pense, un rapport aussi de rencontre qui est différent parce qu'elles veulent vraiment reconstruire leur vie, pas simplement faire une rencontre d'un soir ou voilà comme ça peut être le cas sur certaines applis. Est-ce que vous avez des seniors qui commencent à s'intéresser Est-ce que vous avez des stats là-dessus? Oui, on a des stats. J'ai envie de répondre que la réponse forcément est oui, puisque toutes les personnes qui naissent aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit naissent avec un téléphone dans la poche ou presque, et donc savent comment ça fonctionne. En fait, toutes les personnes qui n'y sont pas et qui souhaitent rencontrer quelqu'un sont des personnes qui ont peut-être moins conscience des codes qui se font aujourd'hui. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont célibataires et qui sont considérées comme seniors doivent s'inscrire sur une application de rencontre, mais néanmoins, c'est un apprentissage c'est une éducation et le fait de savoir tenir un téléphone, savoir s'en servir et savoir parler aux autres, c'est quelque chose où à l'époque où il n'y avait pas de téléphone, simplement on n'a pas l'habitude. Donc le temps qu'on a passé à s'occuper de son épouse, de ses enfants ou de son époux, c'est pas du temps qu'on a passé à taper sur Internet comment trouver l'amour ou comment rencontrer la bonne personne. Donc oui, il y a des seniors qui s'inscrivent tout à fait, comme il y a des personnes qui ne sont pas célibataires et qui sont soit mariées, soit en union libre. Donc, voilà. Alors, il est 16h30, juste le temps peut-être de prendre 2 ou 3 questions. La parole est à vous, mesdames, messieurs. L'amour vous laisse-t-il sans voix? Je n'ose même pas y croire un seul instant. Ah, une question. Oui, moi, ce que je me pose comme question, dans ta nouvelle application, qu'est-ce qui va la différencier du mode catalogue mythique où adopte un mec, etc. Est-ce que ça passe encore par le visuel et effectivement ça match parce que je trouve une nana jolie et je vais l'inviter? Ou est-ce que profondément tu as un schéma qui est un petit peu plus intéressant que ça? Plus intéressant, je ne sais pas, c'est subjectif, mais nous, on est différents dans le sens où on a voulu se rencontrer les gens. En fait, on se nomme comme une application de meeting, plus que de dating. On pense que le dating, c'est quelque chose qui était marrant à l'époque parce qu'avoir un maximum de matchs sur Tinder, c'était super cool. Mais au final, le taux de retour entre le nombre de personnes qui matchent et le nombre de personnes qui se rencontrent, c'est de l'ordre de 6 ou 7%. Nous, on propose aux utilisateurs de se rencontrer autour d'une envie commune. Donc c'est ce que j'expliquais, on a 12 catégories. Et donc lorsqu'on s'aventure dans une catégorie, on peut rencontrer les gens qui ont la même envie que soi à un instant donné. Et en plus de ça, lorsqu'il y a match, parce que malheureusement le vocabulaire reste, l'application propose automatiquement des lieux. Et si par exemple on a une catégorie faire du sport, l'application va, après un match, proposer des parcs, des salles de sport, des cafés sportifs pour permettre aux gens de commencer à parler d'une activité qu'ils ont en commun. Et tu parlais de taux de retour. Quand tu dis ça, moi j'ai l'impression d'entendre parler d'un site e-commerce avec un taux de conversion. C'est exactement ça. Et tu trouves pas ça complètement absurde? C'est aberrant, mais c'est un taux de conversion. C'est vrai. Ok, merci. J'ai pas d'autres mots. Une autre question, soit Maxime, soit Laurence. Non? Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Laurence B. Et merci Maxime de la Villegégu.